Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire ça. Je voulais faire une petite réaction à la vidéo de Sylvain Lévy, Livre, pardon, sur cette fois-ci Hamilton. Donc je n'ai pas vu la vidéo, donc là on va voir un petit peu ce qu'il dit, et je me suis dit je vais pas me spoiler pour une fois. Donc on va voir si tout ce qu'il dit en gros est vraiment vrai, si c'est exagéré ou pas, et s'il y a des nuances à apporter, parce que je peux comprendre que certaines vidéos, ils soient obligés de résumer, c'est un peu le côté entertainment, mais des fois, il y a des choses qui sont un peu fausses, et on va voir si c'est le cas sur cette vidéo-là. Donc c'est parti, bon évidemment, pour les soucis de copyright, entre parenthèses, sur sa propre vidéo, la vidéo est en dégradé de fou, voilà, mais bon, l'important c'est ce qu'il va dire, c'est pas forcément ce qu'il va montrer visuellement. Donc c'est parti, bah écoute, j'ai passé un petit peu la première partie avec la pub, on démarre tout de suite. Qui ont 20 ans. Et ben Lewis Hamilton, il a cette expérience-là juste en Formule 1. Le père de Lewis Hamilton a très vite capté qu'il aimait beaucoup la bagnole et c'est comme ça qu'il lui offrira une voiture télécommandée. En soi, l'anecdote de la voiture télécommandée, on s'en tape. À part qu'il existe cette image, donc c'est pas une blague, Lewis Hamilton à 5 ans apparaissait déjà à la BBC. Et ça nous donnera cette image incroyable où à un moment il y a une course de voiture télécommandée et Lewis Hamilton apparaît dedans. Quand ils ont dû trouver le dossier, c'est de se dire, attends, mais je le connais lui. C'est le... Quand t'es le journaliste ou le cadreur qui a pris l'image à l'époque, ça doit être un peu marrant de se dire tiens, le gamin qui était là, ça sera le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1. En toute... Alors déjà, première connerie, c'est pas le pilote le plus oui. titré de la Formule 1, puisqu'il est ex-aequo avec Le plus grand Schumacher. champion de Formule 1, voilà. Et c'est à l'âge de 8 ans que Lewis va recevoir son premier karting. Parce qu'il faut vraiment se situer que Lewis Hamilton a 8 ans, bagnole. Bagnole le matin, bagnole le midi, bagnole le soir. Bagnole télécommandée, bagnole à la télé, bagnole aux jeux vidéo. Il y a des gens, tous les jours, c'est la bagnole. Je suis très bien placé pour dire ça. Ce qui est le cas pour Tous les jours, énormément c'est la bagnole. de Et pilotes le en chemin fait, hein. classique, Il y a quand la bagnole, beaucoup de gens qui ont des kartings à 4-5 ans, hein. Une deuxième fois à la télé. C'est assez incroyable que quelqu'un qui ne soit pas le fils de soit immortalisé 2 fois en si peu de temps, si jeune. Donc on le voit dans un reportage où il est avec son daron et il gagne des courses. Déjà. Ah oui, alors, Lewis Hamilton, il aime bien 2 choses, c'est la bagnole et la victoire. Bon, bah là, il a les 2. Et c'est en 95 que Lewis Hamilton va faire sa première rencontre marquante avec un certain Ron Dennis. Ron Dennis, je vous le place ici, c'est juste le patron de l'écurie McLaren. Et c'est avec le plus grand aplomb du monde que lors d'une rencontre dans une soirée, Lewis Hamilton, âgé de 10 ans, va aller voir Ron Dennis et va lui dire « Un jour, je piloterai pour votre écurie. » Oh, il a 10 ans, un jour, je piloterai. Il l'a fait. Dans la vie, il y a une part de chance, mais il faut aussi parfois provoquer la chance. Il sait faire. Ouais. D'ailleurs, cette année, c'était une année où Ron Dennis avait déjà essayé de s'approcher de Schumacher pour récupérer le baquet qui plus tard partira chez Ferrari, hein, il n'ira pas chez McLaren, mais Ron Dennis avait un petit peu tenté le coup de poker pour récupérer Schumacher aussi. Ouais, moi 10 ans. 10 ans, c'était en 2003. 2003, je devais être en train de manger mes crottes de nez devant ma PS. Et Ron Dennis dira dans plusieurs interviews qu'il se souvient de cette rencontre, quand Lewis Hamilton avait seulement 10 ans et quand il lui disait qu'il allait piloter pour lui. Lewis Hamilton va continuer de tout gagner en karting jusqu'en 99 où il re-rencontre ce fameux Ron Dennis. Et cette fois-ci, c'est un petit peu plus sérieux puisqu'il va ni plus ni moins que prendre en charge sa carrière. Il est arrivé, il lui a dit un jour je piloterai pour votre écurie, il va piloter pour McLaren. L'inconvénient de ce genre d'histoire, c'est qu'ils me font tout à ma place. Laisse-moi rajouter du drame, tu vois. Non, c'est déjà tout. En 99, Ron Dennis va prendre en charge Lewis Hamilton, c'est-à-dire qu'il prend en charge toute sa carrière. Parce que Ron Dennis, il capte, il y a un talent dans ce jeune Lewis Hamilton. Sauf que le sport automobile coûte cher et la famille Hamilton ne peut pas prendre en charge les frais. Ce sera Ron Dennis qui va le faire. Ouais, d'ailleurs, le père, comme beaucoup de parents hein, de pilotes, quand ils sont gosses, ils ont vraiment tendance à faire plein d'emplois en même temps, enfin, c'est se tuer, en fait, pour avoir le plus d'argent possible, dégoter les sponsors, etc. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué, le sport automobile, à ce niveau-là. D'ailleurs, petite anecdote, en 99, on a un certain Heidfeld, qui est aussi chez McLaren, entre parenthèses, l'équipe McLaren en F3000. Je sais plus comment elle s'appelait, d'ailleurs, cette équipe, exactement. Mais bon, qui avait les couleurs de McLaren. Et c'était Heidfeld qui devait briguer les postes de futur pilote de Formule 1 après Coulthard ou Hakkinen, et finalement, il n'aura jamais ce poste.
peu cool de se dire qu'à 14 ans, le mec est déjà sponsor par McLaren. La marque de bagnole, hein, pas les poussettes. Il y a des poussettes qui s'appellent McLaren, c'est pas une blague. J'adore le concept. Après, tu vois, Ron Dennis, il a pris un risque en mettant de l'argent sur Lewis Hamilton. L'année suivante, champion d'Europe. 2000, j'avais 7 ans, j'avais un stylo plume footix et je devais être à l'école primaire. Enfin, toujours de manger mes crottes de nez dans une poussette McLaren. Et la suite logique du karting, forcément, c'est la monoplace. Il va s'engager en Formule Renault en 2002 pour finir 3e dès la première année et remporter le titre l'année suivante. Ça, c'est un truc qui va revenir un peu dans la vie de Lewis Hamilton, c'est qu'il arrive quelque part la première année, il repère. Il jette un œil sur ce qui se fait, alors il te fait une place pas dégueu, le mec il arrive, il est 3e quand même. Et l'année d'après, il gagne. Formule 1, ça va être pareil. 2 étapes, action-réaction, repérage gagnant. Alors, hormis la F1, c'est un cas qui se répète assez souvent, mine de rien. Le fait qu'un pilote arrive sur une série, il ne gagne pas évidemment, et après, l'année suivante, arrive à la gagner. C'est pas le premier, hein. Il y a plein de pilotes qui ont réussi à faire ça, sauf en Formule 1, évidemment. Lewis Hamilton. Et après avoir tout gagné en Formule Renault, il passe à la catégorie au-dessus, Formule 3. Parfois, les années Formule 3 de Lewis Hamilton, on s'en tape un peu. À part une chose, il va rencontrer un certain Nico Rosberg. Et on va y revenir un peu après. Il y a un peu d'anecdotes croustillantes. J'adore ça, les anecdotes. Je suis anecdote man. C'est une sorte de super-héros Marvel, mais pas ouf. Anecdote man. Hop, Lewis Hamilton et une Pagani Zonda à son nom. C'est cool, hein. Ah, moi, j'ai une voiture à mon nom, je serais content, tu vois, mais on s'en tape. Paf, Lewis Hamilton et une voiture dans Cars. Alors là, il y a un caméo de Lewis Hamilton dans Cars 2. Alors pareil, on s'en tape. Oh, j'ai sauvé personne. Et Lewis Hamilton va continuer à se faire une place, tout doucement, jusqu'à arriver dans une écurie qui s'appelle Art Grand Prix, qui est française et qui était dirigée à l'époque par un certain Frédéric Vasseur. Et oui, Frédéric Vasseur, qui est maintenant chez Ferrari, que Lewis Hamilton vient de rejoindre. Anecdote man. Et ben en fait, il l'avait déjà embauché dans une écurie pour débuter sa carrière. Le sport auto, c'est une sorte de grande partouze où tout le monde est en rond avec... Non, enlevez stop. Pendant que Lewis Hamilton va devenir pilote pour Art Grand Prix en F2, il va aussi devenir... Oh, ce n'est pas de la F2, c'est du... c'est du GP2. C'était pas les mêmes noms à l'époque. Bon, ça c'est une petite anecdote, mais... et d'ailleurs, la saison qu'il a faite, il n'a pas été champion, mais... Par contre, il va avoir des courses assez impressionnantes dans le sens où il a tendance à partir pas forcément devant, et quand il est pas devant, il va remonter, notamment en Turquie, pas mal de pilotes devant lui, ce qui lui donne une réputation quand même de pilote qui en veut, quoi, et qui double pas mal, sachant qu'on est tous, en GP2, c'est les monoplaces qui sont les mêmes pour tous, à part les réglages évidemment. Pilote d'essai pour McLaren. Tu le vois arriver le truc ou pas? Il y a papa Ron Dennis qui paye toute la saison, il commence à déboîter absolument tout en Formule Renault, en Formule 3, en Formule 2. Pilote d'essai en Formule 1, évidemment, qu'est-ce qui se passe? J'en ai ras le cul des gens qui réussissent. Vous pouvez pas en laisser aux autres. Formule 3, Formule 2. Et ce sera le 24 novembre 2006 où c'est officiel, Lewis Hamilton arrive en Formule 1. 2006, déjà, c'était il y a quasiment 20 ans, mais deuxièmement, il avait 20 ans. Merde. On peut savoir ce que vous faisiez à 20 ans? Bah, vous étiez pas en Formule 1, non? Bah, sinon, ça se saurait. Nulos. Et l'histoire, elle est magnifique. Il y a 10 ans de ça, Lewis Hamilton disait déjà à Ron Dennis qui piloterait pour lui. Il l'a fait. Je trouve l'histoire incroyable. Excusez-moi, pardon, je m'emballe un peu. En fait, ce genre d'histoire, putain, il lui a dit 10 ans avant. Tout n'est pas très rose non plus. En fait, en 2007, pour sa première année en Formule 1, Lewis Hamilton arrive dans une écurie McLaren qui est très loin d'être nulle. Mais c'est laborieux. Et si l'écurie McLaren n'est pas au top, c'est qu'il y a plusieurs points qui l'auront fait un peu mal. Je vous rappelle que 2005-2006, McLaren n'était pas vraiment aux avant-postes. Pas aux avant-postes. Alors 2006, je veux bien, mais alors 2005, non. Je suis désolé. 2005, ils jouent le titre avec Renault. Ils ont quasiment la moitié des victoires sur la saison. Et à part le moteur, effectivement... qui fait que souvent Raikkonen partait à 10 places de pénalité, donc c'est difficile de gagner en partant aussi loin. Et les casses, quand il est en tête, la McLaren est la meilleure voiture de la saison 2005. Voilà. À part niveau fiabilité, donc non, ça c'est une connerie. Et 2006, je vais me la mettre effectivement, la McLaren est en retrait, elle est à peu près 3e au championnat. Il y avait plutôt Ferrari et Renault, c'est l'un des plus grands duels de l'histoire. Et Ferrari en 2005, justement, est à la traîne, à l'inverse de McLaren, et c'est l'inverse en 2006. Où ils vont se battre pour le titre. De la Formule 1. Et si en 2005 et 2006, McLaren n'était pas l'écurie la plus en vue du paddock, ils comptent bien changer ça en 2007. Ils vont changer ça avec la voiture qui est vraiment différente de celle de l'année d'avant et sur... Non. Comparé à la version 2006-2007, vous voyez qu'elle n'est pas si différente que ça. En tout cas, visuellement, après, techniquement, elle va l'être. Puisque y a l'affaire avec les dossiers, enfin l'espionnage avec Ferrari. Tout
avec les pilotes. McLaren en 2007 va aligner 2 pilotes, avec Lewis Hamilton évidemment, mais un certain Fernando Alonso. Fernando Alonso qui venait tout fraîchement d'être champion du monde. Rien que ça. Je sais pas comment tu le vis ça. Le concept déjà, 1, d'arriver en Formule 1, ce qui est quand même l'achèvement d'une vie, et 2, tu fais équipe avec un champion du monde. La pression. La pression que tu dois avoir. Et au début de la saison 2007, ça se passe plutôt bien. Les 2 écuries en présence en 2007, ce sera surtout McLaren et Ferrari, c'est-à-dire que Lewis Hamilton est quand même dans une écurie qui se bat pour la victoire. Puis autre petit détail, par rapport à comparé à notre époque, à l'époque, les pilotes, quand ils arrivaient en F1, il y avait les essais privés. Ce qui fait que les équipes pouvaient s'entraîner à faire 5 millions de tours, s'ils voulaient, pendant l'intersaison, pour entraîner les pilotes, pour améliorer leur bagnole. Alors que maintenant, c'est différent. Les essais privés, il n'y en a plus qu'une ou 2 journées, ce qui fait que les rookies n'ont pas beaucoup de temps de pilotage, hormis sur simulateur. Donc c'est pas pareil. Donc Hamilton, là, de novembre jusqu'à début de saison, sûrement en mars, il a eu énormément de temps de s'entraîner avec la voiture et la découvrir, ce qui n'est plus le cas à notre époque. Alors oui, en début d'année, Fernando Alonso est plutôt devant, et en même temps c'est normal, le mec vient d'être champion du monde et a beaucoup plus d'expérience. Mais Lewis Hamilton est vraiment pas loin derrière, et ça va commencer doucement à faire des tensions. Et c'est là où on arrive au petit moment intéressant, ça va se taper. L'année 2007 va pas être facile chez McLaren, notamment puisque les 2 pilotes, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, commencent doucement à plus pouvoir se blairer. Ah, les duos, ça arrive encore. Parfois ça fricote un peu. Pendant l'année 2007, il va y avoir plusieurs moments marquants qui vont commencer à faire une cassure entre Alonso et son équipe, et cassure entre Alonso et Hamilton. Et la première cassure va avoir lieu à Monaco. Alors je vous en avais déjà un peu parlé dans l'épisode sur les pires triches. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'écrive un 2e épisode, parce que j'avais dit que je le ferais et je l'ai toujours pas fait. Mais surtout à cette époque, les consignes d'écurie sont interdites. Tu ne peux pas demander à un pilote de laisser une place ou de rouler moins vite. Oh, dans les faits, tu peux le faire quand même. Le toucan s'est posé sur l'arbre. Je pense que ça s'est pas vu. En fait, pendant le GP de Monaco en 2007, Fernando Alonso est étonnamment lent. L'écurie ne comprend pas pourquoi Fernando Alonso se traîne le cul. Et quand Lewis Hamilton, bien plus rapide, arrive derrière, sachant qu'à Monaco c'est quasiment impossible de doubler, ils disent à Fernando Alonso de laisser le toucan se poser sur l'arbre. Sauf que si Fernando Alonso ne conduit pas vite pendant cette course, c'est pas parce qu'il est pas performant, c'est qu'il économise sa voiture. Et ça, l'écurie va pas le comprendre. Pensant qu'il est vraiment lent, il lui donne l'ordre de laisser sa place, et ça, Fernando Alonso, il va pas aimer du tout. J'ai commencé à rencontrer quelques pilotes dans ma vie, et ce que je dois dire à chaque fois, c'est que les mecs sont déterminé, borné de ouf. Un pilote, il est là pour gagner. Stratégie d'équipe, arranger ton coéquipier, on s'en branle, gagner, simple. Et lorsqu'on va demander à Alonso de céder sa place à Hamilton pour des raisons de stratégie d'équipe, surtout que Fernando Alonso, qui pensait être vraiment au-dessus de son coéquipier, ne serait-ce que par l'expérience de champion du monde qu'il a, n'est pas vraiment au-dessus. Il est devant, c'est vrai, mais on peut pas dire que ce soit flagrant. Parce que dans la même année, Lewis Hamilton, c'est 9 courses, 9 podiums. Chaque course podium. Et disons que le petit jeune qui était derrière, il est vraiment pas loin. Quelques grands prix plus tard, on arrive en Hongrie. Et là, ça commence à chauffer fort. Je vous le fais très simple, et dans une écurie de Formule 1, t'as un nombre limité de mécaniciens. Donc quand il faut faire partir les 2 voitures en piste, il y en a d'abord un, puis l'autre. Et pour ne pas... Bon, évidemment, si je dis rien, c'est qu'il n'y a rien à noter de spécifique et que pour l'instant, pour moi, c'est ok. Hein, mais bon. Créer de rivalité débile, à chaque Grand Prix, ils inversent. Un coup c'est Hamilton, un coup c'est Alonso. Ce coup-ci en Hongrie, c'est au tour d'Alonso de partir en piste en premier. Et l'écurie se trompe. Ils envoient en piste en premier Hamilton. Et en soi, c'est pas grave. L'écurie lui dit au micro: Lewis, t'es parti en premier, ça devait être Fernando. Laisse Fernando passer, s'il te plaît. Lewis, allô? Tu nous entends plus? Allô? Allô, Lewis? Lewis, faut que tu laisses passer Fernando. Tu m'entends? Ça capte plus. Attends, on n'entend plus. Allô, Lewis? Savio? Lewis, il m'entend pas au micro. C'est pas branché? C'est branché quand même. Il est possible qu'en Hongrie, lorsque l'écurie appelle Lewis Hamilton à l'oreillette, Lewis Hamilton, il répond pas, quoi. Gamin. Et Hamilton, il va continuer comme si de rien n'était. Peut-être qu'il y a eu une panne d'oreillette à ce moment-là. On sait pas. Comme il Ouais, ça c'est très commun. Hein. Les pilotes qui veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Il y a une panne juste sur le fait de rendre les places. C'est très précis comme panne. Ce qui ne va pas du tout plaire à Fernando Alonso, ce qui donnera d'ailleurs cette image incroyable. Pendant les qualifs, Fernando Alonso rentre dans les stands plus tôt, et alors qu'il devait partir pour laisser la place à Hamilton, il reste en plein milieu. Faire chier. J'adore l'image parce que t'as tous les mécanos qui les... Et McLaren va perdre le titre constructeur à cause de ça, hein, juste au passage, puisqu'ils vont perdre tous leurs points constructeurs lors de cette course. Et si on fait un calcul global, ils perdent le championnat constructeur pour 1 point ou 2 à cause, à cause des 18 points en moins. Ils disent: vas-y, c'est bon! C'est bon!
Alors, on y va. Allez, Fernando, il y a Lewis juste derrière. Flavio, tu peux leur dire d'arrêter ça. En fait, le move d'Alonso de bloquer Hamilton dans les stands à ce moment-là, c'était pour l'empêcher de repartir et faire un dernier temps. Si vous comprenez pas, c'est normal, je vous le résume. Alonso a niqué les qualifs d'Hamilton. Fin. Those rather strange delays before you went out for both runs. Was that your decision or the team holding you back? Team was holding me back in this, and we tried to keep to have a little bit of space. We had the Ferrari in 2 stops in front of us. L'image est toujours folle. Mais disons que pour la bonne entente, bon. Pour votre anecdote d'ailleurs, cette image vaudra une disqualification à Alonso. Le concept de le bloquer dans les stands, la FIA a pas du tout aimé. Et ça lui a enlevé sa pole. Et disons que la suite de l'année pour McLaren va être compliquée. Je vous invite encore une fois à aller voir l'épisode sur les pires triches puisque j'en parle vraiment en détail. McLaren va être impliqué dans une grosse histoire de triche. Avec en plein milieu de ce scandale, Fernando Alonso lui-même. Et avec ce genre de problème pour McLaren, ça va devenir un peu compliqué. Si vous vous plaignez des stratégies en course de Ferrari dans les dernières années, rappelez-vous McLaren en 2007... D'ailleurs, ça donnera lieu à cette image incroyable. Alors, oui et non, parce qu'effectivement, ouais, là, il va montrer, du coup, le plantage dans le gravier d'Hamilton qui a plus de pneus et qui, du coup, va sortir avant de rentrer au stand. Non, les stratégies de McLaren n'étaient pas non plus très mauvaises en 2007, hein, faut pas exagérer. Ferrari, c'est vraiment un cap au-dessus, il y a quelques années avec Binotto. En revanche, le fait qu'il y ait une tension entre les pilotes, c'est évident que tu peux plus donner l'avantage à l'un ou à l'autre. Donc du coup, c'est très difficile d'établir des stratégies sans qu'il y en ait un ou deux qui pètent un câble en disant ouais, mais t'as donné la meilleure stratégie à l'un ou à l'autre. Donc c'est ouais, je vois le délire, mais non. Au global, McLaren n'avait pas forcément de mauvaise stratégie. À part là, c'est surtout que c'était difficile d'imposer une stratégie aux deux pilotes, sachant qu'aucun ne voulait lâcher du lest. Où Lewis Hamilton a les pneus tellement morts. L'image est inversée, hein, évidemment. Ça, je vous avoue, un peu les boules. Et la saison 2007 va se terminer un peu dans la douleur. Pendant le dernier Grand Prix au Brésil, la douleur, elle va être dans la stratégie, puisque McLaren a fait n'importe quoi. Et dans la douleur mécanique aussi, parce que je vous mets une image qui me termine. On est au Brésil avec un Lewis Hamilton qui peut... C'est absolument pas le Brésil, l'image qu'on voit là, mais je crois que c'est... Je crois que c'est Melbourne. Se battre pour le titre. Et là, sa voiture commence à merder. 30 secondes au ralenti, Lewis Hamilton. C'est pas possible. Alors, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'au départ, alors qu'il est en position d'être titré, il va tenter une manœuvre, il va bloquer ses roues, il va partir tout droit après les S de Senna, la grande ligne droite, et du coup, il va perdre des positions. Et ce qui me flingue, c'est que t'as la voiture, elle fait un bruit terrible. La voiture, elle va tomber en morceaux dans la seconde. Et Lewis Hamilton, il s'en branle. Gaz! Quand je vous ai dit, les pilotes, c'est des malades. T'as la bagnole, elle claque comme jamais, le Lewis Hamilton. Un bloc. Et je vous laisse voir le tableau des scores de l'année 2007 qui est impensable. Oui. Lewis Hamilton Je suis et d'accord. Fernando Alonso sont ex-aequo, ce qui est déjà très rare, à 1 point de Kimi Raikkonen. Alors, on va voir s'il le dit. On loupé le titre, chacun pour 1 point. La taille des boules qu'il a dû avoir. T'imagines que dans sa première année en Formule 1, Lewis Hamilton aurait pu devenir champion du monde. 1 point. Si sa voiture n'était pas tombée en panne à ce moment-là, ou si la stratégie aurait été meilleure, champion du monde. Alors, il y a aussi un truc qu'il dit pas, c'est que Raikkonen, qui est champion du coup à la fin, avait, je crois, plus d'une dizaine de points de retard à 2 Grands Prix du but. Donc c'est là où, effectivement, ils ont tout fucked up, McLaren. Entre Alonso qui se crache à Fuji, entre Hamilton qui fait n'importe quoi, enfin, qui se loupe à Interlagos, et l'accident, enfin, au stand en Chine. Ouais, là, ils ont vraiment peur du gros. La première année. Le mec reste classe en toutes circonstances quand même. Et en parlant de trucs un peu moins classe, le Grand Prix du Brésil est aussi témoin d'un autre événement. Événement qu'on aurait aimé ne pas voir. Pendant l'année 2007, il va y avoir une grande rivalité entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Et certains fans de Fernando Alonso, notamment au Brésil, ont donné une image qu'on ne voulait pas voir. Grosse ambiance ça, dans oui. les panneaux. Ouais. Il y a même eu en Espagne, parce que les supporters espagnols, Alonso, tendance à aller un petit peu trop loin pour ce genre de truc, et du coup, ouais, ça a été sévèrement réprimé par la suite. Qui donnera lieu de la part de la FIA à une campagne contre le racisme. Et si tu cumules ça à une année 2007 un peu exigeante, tu pourrais croire que Lewis Hamilton est un peu détruit. T'inquiète pas, en 2008, ça va chier. En 2008, ce sera d'ailleurs l'occasion pour Lewis Hamilton de retrouver un pote, Nico Rosberg. Ils ont fait du kart ensemble. Et là, ils sont réunis, c'est un peu cool. L'année 2008 pour Hamilton, je vais vous la résumer en 2 images. D'abord, cette image incroyable de sortie des stands. Alors, je sais pas pourquoi il dit retrouver Nico Rosberg en 2008, puisque Rosberg
Il débute en F1 en 2006, donc un an avant Hamilton, et il est déjà sur les grilles en fait. Et il n'y a aucun moment Rosberg est avec Hamilton en 2008, puisqu'il est avec Kovalainen. Catastrophique. En gros, il y a un pilote qui s'arrête et Lewis Hamilton, surpris, le percute dans les... Alors, à savoir, pour cette scène-là, c'est pour rectifier un peu tout, le feu donc se passe au rouge, les deux devant s'arrêtent, mais on remarquera qu'en plus d'Hamilton, il y a aussi Rosberg qui se rate. On peut le voir sur la photo, hein, il n'y a pas qu'une voiture qui pile, il y en a deux. Mais c'est vrai que la scène est assez cocasse. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs. Mais surtout, l'année 2008 pour Lewis Hamilton va être l'occasion de nous donner, je pense, l'une des meilleures images de l'histoire de la Formule 1. Alors, je sais que je vous dis ça à chaque image. Anecdote man et peut-être exagère man. D'accord. Mais alors, celle-là... On est au Brésil en 2008 et Lewis Hamilton doit finir 5e. Il est alors en concurrence pour le titre avec Felipe Massa. Peu importe ce que fera Massa, si Hamilton est 5e, c'est gagné. Et alors que le début de la course se passe bien et que normalement Hamilton devrait faire minimum 5e, eh ben il se met à pleuvoir très fort. La pluie tombe d'un coup et tout le monde rentre au stand en panique, y compris Lewis Hamilton, et qui va faire un arrêt dégueulasse. Il faut ressortir la voiture d'Hamilton le plus vite possible et il se retrouve 5e. Il y a encore quelques tours à tenir et Lewis Hamilton doit garder sa place. Ne te fais pas doubler, c'est pas compliqué. S'il y a un moment dans sa vie où il faut pas se faire doubler, c'est là. Il se fait dépasser par Sébastien Vettel dans un virage. On te demande d'être 5e, tu te fais doubler par Vettel. Dans un virage, Hamilton fait une erreur et passe 6e. Ah, ça du titre. Et les tours passent, et il ne reste que 3 tours, puis 2 tours, et enfin le dernier tour. Et le dernier tour est bouclé par Felipe Massa, qui remporte la course. Et là, dans les stands chez Ferrari, ça célèbre dans tous les sens. La victoire est pour Ferrari, et Hamilton est 6e. Ferrari est champion du monde, Felipe Massa est champion du monde. C'est impossible que Lewis Hamilton double, il reste quoi? 2 virages. Il va quand même pas doubler quelqu'un à 2 virages de la fin. Et c'est à 2 virages de la fin que Lewis Hamilton double un Timo Glock qui est perdu. Et il reprend la 5e place à 2 virages de la fin. Il restait moins d'1 kilomètre et il repasse 5e. Et Lewis Hamilton devient champion du monde. Et... Stop. Alors, pourquoi Glock, entre parenthèses, perd sa position sur Hamilton? Ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que certains pilotes ont choisi de ne pas s'arrêter. Du coup, ils se sont retrouvés devant Hamilton. Et du coup, a fait reculer Hamilton en 6e place. Et évidemment, quand le temps a changé en fin de course, eh ben, ils ont commencé à rattraper le retard, ce qui fait que Timo Glock ne pouvait pas tenir du tout le rythme, et à la fin, bah, Hamilton a dépassé, voilà, c'est tout. Mais Timo Glock n'était pas forcément à la rue parce qu'il était à la rue, c'est juste parce que les stratégies étaient différentes. L'image dans les stands, elle est incroyable. Mais oui, l'image dans les stands, elle est incroyable. Alors ça, par contre, on l'a revécu vraiment... Lewis, en fait, il vient de faire 5e, du coup, on est que 2e au championnat. La gueule du mec, elle est incroyable. J'adore. Ah ouais, le père de Massa, le pauvre, là. là... C'est au Brésil en 2008 que Lewis Hamilton deviendra, pour sa 2e saison seulement, champion du monde de Formule 1 à 23 ans. Alors l'année 2009 pour Lewis Hamilton va être un petit peu plus compliquée puisque la réglementation vient de changer et McLaren y sont largués. La voiture en 2009 n'est pas bonne et Lewis Hamilton, il a beau être le champion du monde en titre, bon bah quand t'as une merguez entre les mains, tu peux pas faire grand chose. Et après une saison 2009 ratée, McLaren va mettre les bouchées doubles pour essayer de faire une saison 2010 réussie et ça sera plutôt le cas, à une exception près. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, plusieurs fois champion du monde, costaud le garçon. En 2010, la voiture est bien améliorée. Lewis Hamilton a une chance de se battre pour le titre. Ouais, alors 2010, 2011, 2012, 2013, Sébastien Vettel et Red Bull. Vous voyez... Alors, bon, c'est pour mettre des nuances comme d'habitude. 2009, le début de saison est totalement catastrophique, effectivement, pour McLaren, mais à partir de la mi-saison, la McLaren commence à bien évoluer et rattrape, en fait, les Browns, ce qui fait que, bah, il va quand même avoir des victoires, hein, mais il n'y a pas non plus être sans rien. D'ailleurs, Hamilton est un pilote qui avait des victoires toutes les saisons. Il a fallu attendre le changement de réglementation en 2022 et 2023, du coup, pour que Hamilton ne gagne plus. Mais tous les ans, il avait une victoire. Et concernant les années Vettel, 2010, ce n'est pas une saison spécifiquement où la McLaren était très bonne. Il y a eu vraiment une seule saison où ça a été le cas. Alors 2010, il pouvait encore jouer un petit peu le titre, effectivement, en fin de saison, parce qu'il y a pas mal de partage de points entre Alonso, Alonso Weber, j'ai oublié un Vettel et lui-même. Mais la McLaren 2010 n'est pas non plus ultra compétitive. La Red Bull l'est beaucoup plus.
Par contre, 2012, Hamilton a une voiture qui est très compétitive avec Button. Le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément fiable et le titre est plus ou moins perdu à partir du moment où par 2 fois il est en tête, donc il peut marquer beaucoup de points, et 2 fois il abandonne son problème mécanique, ce qui fait que statistiquement à la fin il ne pouvait plus être champion. Voilà, mais la saison 2011, je suis d'accord, 2010, c'est pas, je suis moins d'accord, et 2013, c'est une... 2013 il va changer, j'espère qu'ils vont en parler après. Verstappen dernièrement, 2010-2013 la même chose. Je vous parlerai peut-être un jour de Sebastian Vettel, mais dans ces années-là, genre c'était même pas la peine d'aller se battre. Comme Verstappen, on est arrivé quasiment à un point où ça servait à rien de venir les week-ends, tu vois, vraiment. Et pour votre anecdote d'ailleurs, Sebastian Vettel, en devenant champion du monde en 2010, va piquer à Hamilton le titre de champion du monde le plus jeune, parce que c'était Hamilton qui l'avait avant avec ses 23 ans. C'est pas compliqué, dans ces années-là, Vettel il lui a tout pris. Et ça va donner lieu pour Hamilton à plusieurs années de doute. Alors attention, dans ces années-là, Hamilton il est très loin d'être mauvais, il y a des podiums, il y a des victoires, c'est super. Et disons qu'il est plus au niveau où il a été avant. Et dans le même temps, Hamilton commence à se faire doucement une réputation de... Comment je peux vous le dire poliment? De connard. De trou de balle. Dans les années qui vont suivre son titre, Lewis Hamilton reste quelqu'un d'assez jeune et quelqu'un d'assez impulsif qui, je vous rappelle, est là pour gagner. Alors connard un peu en piste puisqu'Hamilton commençait régulièrement à venir percuter ses concurrents. Surtout Massa. Je sais que la rivalité entre Hamilton et Massa était un peu élevée, c'est vrai. Ce n'est pas une raison pour aller percuter sa voiture tout. Ouais, pareil, nuance. Alors effectivement, oui, il y a une année, même 2 années où ils ont tendance à beaucoup s'accrocher, mais c'est un peu du 50-50. Hein. Et c'est pas que Hamilton non plus. Ça c'est bon, ça c'est un peu... faudrait revoir chaque scène une par une. Mais vous remarquerez que c'est pas... C'est plutôt une coïncidence le fait que ça soit à chaque fois les deux. Mais il n'y a pas vraiment de rapport. De ce dont il parle pas, je sais pas s'il en parlera plus tard, je pense pas, parce qu'il avance un peu vite dans les années, c'est que Hamilton a une saison 2011 assez creuse, avec pas mal d'erreurs effectivement, où on sent qu'il est un petit peu en perte de vitesse. C'est une période aussi où tout ce qui est un petit peu extra F1 l'impacte un peu plus. Notamment, alors je sais pas s'il était marié ou pas, mais bon, sa conjointe, sa femme, je sais plus comment ça s'appelait, Schwarzinger, je sais plus comment c'est, Nicole, je sais plus. Bref, en gros, ça se passait pas bien. Bon, du coup, ils sont plus ensemble, etc. Donc, c'est des années où il est un peu moins focus, en fait, sur ces saisons. Donc, oui, il fait pas mal d'erreurs. En plus, la voiture marche pas spécialement bien, donc ça aide pas. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas des années terribles pour Hamilton. C'est pas le meilleur Hamilton que l'on a sur toute sa carrière. Les week-ends. N'engage que moi, je suis pas pilote de Formule 1, mais quand tu vois certains moves d'Hamilton dans ces années-là, bon, c'est pas très pro. Mais ça va au-delà de la piste. Alors je vous présente un tweet de Lewis Hamilton qui est lunaire. Un tweet dans lequel Lewis Hamilton se plaint que Nico Rosberg ne le follow plus. La gueule des problèmes quand même. Hein. Et il va même argumenter son tweet avec des données confidentielles qui auraient jamais dû se retrouver sur Twitter. Jamais. Ce genre de graphique et de data, c'est pas censé se retrouver sur Twitter. Oui, ça c'est vrai. J'adore encore plus l'anecdote où Hamilton essaye d'afficher Rosberg parce qu'il le follow plus sur Twitter. Il l'a jamais suivi sur Twitter, jamais. C'est juste Hamilton qui a pété un boulon tout seul. Et on arrive en 2013 et c'est officiel, Lewis Hamilton en a un peu marre. Ça va, c'est bon, ça fait 6 ans qu'il est chez McLaren, il a fait un peu le tour, la voiture ne gagne plus, il est temps d'aller ailleurs. Et il va aller chez Mercedes. Meilleur move ever de toute une carrière. Enfin, franchement, si Alonso devait apprendre quelque chose de Hamilton, c'est son choix, c'est les choix de l'écurie. Alors peut-être que là, avec Ferrari, ça sera pas le cas. Mais alors le move Mercedes, il est incroyable. Parce qu'effectivement, en 2013, McLaren va s'effondrer complètement parce qu'il laisse la voiture de 2012 justement qui était plutôt au niveau. Plutôt que de juste la maintenir pour la saison 2013 avant le changement de réglementation en 2014. Ils se sont dit, bon, on va repartir sur un truc totalement nouveau en 2013, ce qui fait que ça n'a absolument pas marché, et ce qui fait que McLaren va s'effondrer, alors qu'Hamilton, dans sa première saison 2013 avec Rosberg, justement, a une saison plutôt correcte, même très bien pour l'écurie allemande. Il ne va pas aller chez Mercedes seul, puisqu'il va y aller avec un certain Nico Rosberg. J'adore le sport auto pour ce genre de truc. T'as des tout petits détails qui sont disséminés genre en 2005, et tu les retrouves 20 ans plus tard, où les deux mecs qui ont fait du karting ensemble, ils rejoignent Mercedes la même année. Et puis ça va se taper fort. Hein. Pour la première année d'Hamilton chez Mercedes en 2013, l'année est ok. Les scores sont pas fous, mais pour une première année, c'est ok. Et surtout l'année 2013 chez Mercedes, ils comptaient même pas la gagner, puisque 2013, c'est la dernière année des V8 atmosphériques. 2014 est une année phare pour la Formule 1, puisque c'est le passage au V6 hybride. Et si en 2013, Mercedes participe au championnat, la vraie année qui vise, c'est 2014. Pendant l'année 2013, Mercedes met
met tout son développement sur la voiture de l'année d'après pour être sûr d'être aux avant-postes. Et ça va marcher. En 2014, Mercedes va écraser la concurrence. Vous savez, Vettel avec Red Bull qui arrêtait pas de gagner sur V8 Atmo, sur V6 hybride, ça va déboîter Mercedes. Quand je vous dis que Mercedes écrase la concurrence, il n'y a plus de concurrence. Il y a Rosberg et Hamilton. Enfin, et les deux, ils ont des Mercedes avec des V6, elles vont super vite. Et l'année 2014 pour Mercedes et Hamilton se passe extrêmement bien. Mercedes écrase la concurrence et le championnat jusqu'à que commencent à arriver les premières tensions. À chaque fois, les pilotes, c'est tous les mêmes. Les pilotes, ils sont là pour gagner. Et quand on a deux qui peuvent gagner, forcément, il y a embrouille. Gagner, gagner, gagner. Ce mec-là, lui, il est là pour gagner. En 2014, on aura les premières tensions dans l'écurie Mercedes entre Rosberg et Hamilton avec cette image où pendant les qualifs, Rosberg se sort. Alors à l'image, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il fait presque exprès de se sortir. Ouais, et je pense que... Enfin, on aura peut-être jamais la réponse, mais... Rosberg se sort et ça met un drapeau 80% jaune des gens empêchera pensaient qu'il avait fait Hamilton exprès. de faire Hein. un bon tour pour se qualifier. Very good event, very good. Ah, c'est con. Puis quand tu vois comment il sort de piste en plus, où ça a l'air vraiment sincère cette sortie de piste quoi. Bon, je dois me faire des idées. Et après une saison 2014 incroyable de la part de Lewis Hamilton, il remporte son deuxième titre de champion du monde. Première année chez Mercedes, champion. Qui d'ailleurs remporté à la dernière course, hein, malgré ce. Sachant que la dernière course de la saison, c'était une particularité à l'époque, ça s'est fait qu'une fois. Les points du dernier Grand Prix étaient doublés. Champion du monde. Rien que ça. Et c'est que le début les enfants. 2015, champion du monde. C'est la même année que 2014. Mercedes largement au-dessus du lot. Rosberg et Hamilton qui se battent. Hamilton qui est champion du monde à la fin. Voilà, sauf qu'Hamilton a été plus tôt champion en 2015 qu'en 2014 parce qu'il a vraiment écrasé Rosberg cette fois-ci. Mais en 2016, ça va changer parce que l'année va être compliquée. Déjà parce que les concurrents sont revenus au niveau, en même temps c'est normal, ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus, j'espère qu'ils sont revenus au niveau. Mais surtout parce que la rivalité entre Hamilton et Rosberg va atteindre son paroxysme, ce qui donnera lieu à des tensions permanentes au sein de l'écurie et aussi sur la piste. Je vous mets cette image qui est exceptionnelle. T'as les deux qui arrivent dans un virage et les deux ils se disent « je freine pas ». Le premier qui freine c'est une pute. J'aurais aimé être le troisième pour voir les deux se mettre sur la gueule et dégager comme ça. On se rend pas compte mais cette image est l'une des plus exceptionnelle de l'histoire de la Formule 1 quand même. Hein. Une année remplie de temps. Ok, alors précision à nouveau, parce qu'il n'a pas tout dit. Non, c'est pas une histoire de freiner plus tôt ou plus tard, là. Rien à voir. Rosberg, qui était devant, a juste s'est juste trompé de bouton, en gros. Il a mis la récupération d'énergie, ce qui fait que l'accélération s'est faite couper d'un seul coup, enfin d'un coup, elle a été moins forte. Du coup, il a commencé à perdre du terrain d'un seul coup. Hamilton, il a vu la brèche, du coup, il s'est décalé d'un seul coup. Sauf que Rosberg fait un léger move qui fait que Hamilton se retrouve tassé sur l'extérieur. Il est dans l'herbe, il peut plus freiner. Du coup, au freinage plus loin, il va embarquer Rosberg et double DNF. Voilà. De rivalité qui va avoir sacré à la fin Nico Rosberg. Alors sur l'année 2016, Nico Rosberg a peut-être été moins flamboyant, mais il a été consistant. Rosberg en 2016, c'est une horloge. Et Rosberg en 2016 va remporter le titre de champion du monde pour la seule et unique fois. Alors... Cette saison est incroyable, hein, parce que les deux, ils ont vraiment rien lâché. Alors il y a pas mal d'actions en piste où ça a été un peu litigieux entre eux, avec des fois l'un gagnant, des fois l'un perdant. Alors ça reste un point de vue, attention, ça le mien, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je pense quand même que la saison 2016, elle est perdue par Hamilton après son abandon moteur en Malaisie. C'est là où malheureusement Hamilton ne pourra jamais remonter Rosberg à ce niveau-là. Mais Rosberg, dans tous les cas, a fait une saison exceptionnelle, ça on ne pourra pas lui enlever. D'ailleurs, j'en profite, vous aimez quand je dis les termes, je vais les dire les termes, d'accord? Lorsque Rosberg gagne son titre de champion du monde, Rosberg annonce dans la foulée qu'il arrête sa carrière sportive. Et pourquoi il arrête sa carrière sportive, Rosberg? Parce que, je cite, monsieur veut partir de la Formule 1 sur une victoire. Oh, le bébé cadeau! Mais j'ai gagné, je pars avec mon titre, comme ça moi j'ai pas besoin de me battre avec les autres. Trop de balles! Je ne connais pas Nico Rosberg, je ne l'ai jamais rencontré. Mais le move de partir de la Formule 1 parce que tu viens de gagner et que tu veux pas te rebattre, alors ça je dis les termes. Ça c'est nul. Ça on n'aime pas voir ça, Nico. On arrive. J'espère qu'il va pas dire ça avec Prost, hein, parce que Prost en 93 il s'est barré après. Hein, donc non, je pense pas que ce soit vraiment la même chose. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'année 2016 elle a tellement été intense que Rosberg, au bout d'un moment, il a commencé à privilégier un peu plus sa famille, etc. Donc il est parti simplement. Il savait que de toute façon, à terme, ça allait plus lui faire du mal qu'autre chose. Donc peut-être, oui, c'est une facilité de partir avec un titre, mais de là à dire que bon, il avait pas les moyens quand même.
en 2017 et vu que monsieur Nico Rosberg n'est plus là, parce qu'il boude dans son coin, le principal concurrent d'Hamilton deviendra Sébastien Vettel. Encore. Mais cette fois-ci chez Ferrari. L'année 2017 sera très bien gérée par Hamilton et vu qu'il a en plus une bonne voiture, il va remporter son 4e titre. Lewis Hamilton en 2017 est l'égal de Sébastien Vettel et d'Alain Prost avec 4 titres de champion du monde. Pas mal, hein? 7 au total, il en manque encore 3. Allez, on continue. 2018, on va pas passer longtemps dessus. Lewis Hamilton, champion du monde. Ça fait 5 fois. Lewis, tu vas à la vie scolaire. Il y a Flavio, il va te faire un mot. Et après, il y a l'année 2019 qui est pas exceptionnelle. Elle est légendaire. 21 courses, 11 victoires. 2019 pour Hamilton, il y a même plus match. Enfin, il a plié tout le monde. Fini. Ah, puis fini copieux, hein. Ce qui fait qu'en 2019, Lewis Hamilton, c'est un 6e titre de champion du monde. Rien que ça. Ah. Alors, il élude un petit peu le truc. Ferrari remonte bien. En 2017, ils sont plutôt bien placés jusqu'à la mi-saison avant que malheureusement ça s'effondre un peu. Et en 2019, les Ferrari ont le moteur, entre parenthèses, illégal, qui fait qu'elles passent devant Mercedes à de nombreuses fois. Ce qui fait que, bon, Hamilton est champion parce qu'il est devant Bottas, mais il y a quand même un petit peu de lutte, hein. Il n'a pas non plus massacré le championnat. Un titre de Michael Schumacher. Je vous ai fait un épisode sur Michael Schumacher d'ailleurs. Il doit être par là, je suppose. Et on arrive en 2020, qui sera une saison assez bizarre, pour des raisons que vous connaissez très bien. À cause de la pandémie, la saison sera amputée de beaucoup de courses, mais rassurez-vous à la fin, c'est Lewis Hamilton qui gagne. Bah oui, forcément, bah oui. Et ça... Donc 2020, c'est la montée de Verstappen, même s'il n'est pas encore au point de pouvoir taper les Mercedes, c'est quand même lui qui devient l'outsider désormais. Fait 7 titres. Exactement comme Michael Schumacher. On est en 2020 et c'est officiel, Lewis Hamilton a égalé Michael Schumacher. Alors, il n'est pas au niveau de notre Seb Loeb national, c'est vrai. 7 titres de champion de Formule 1, c'est pas mal quand même. S'il fallait retenir une seule image de 2020, c'est le moment où Lewis Hamilton gagne sur 3 roues. Hamilton qui a crevé. Il a un demi-tour à couvrir. C'est incroyable ce qui se passe à Silverstone. La chance sourit à Lewis Hamilton aujourd'hui. Il passe la ligne. La victoire de Lewis Hamilton sur 3 roues. Le seul commentaire Petit Max Verstappen derrière la musique. que j'ai à faire, c'est merci pour cette image. Et on arrive en 2021 pour l'une des saisons qui est déjà, l'une des plus intéressantes de l'histoire, mais surtout l'une des plus controversées. J'aime les anecdotes, les images et les controverses. Je suis controverseman. L'année 2021 sera l'occasion d'un changement de régulation sur l'aérodynamique des voitures. Et Mercedes, ce changement, ils le prendront pas très bien. Alors, le petit changement, il est sur les... Si je dis pas de bêtises, ils ont raboté une partie du fond plat sur les côtés vers l'arrière, si je dis pas de bêtises, et effectivement, ça a un peu plus impacté Mercedes. qu'en face Red par rapport à Bull, Red Bull. ils l'ont très bien pris ce changement. Je vous ai d'ailleurs fait un épisode complet sur Adrian Newey, l'ingénieur en chef de Red Bull, qui est en partie à l'origine de la victoire de Verstappen en 2021. Et donc de la défaite d'Hamilton. 2021 c'est pas compliqué, Mercedes Red Bull, la bagarre. Mais alors quand je vous dis bagarre, c'est bagarre. Et on arrive à la dernière course du plateau 2021, où Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité, au demi-point près. Et comme c'est la dernière course, c'est pas compliqué, celui qui arrive devant l'autre a gagné. Au moins pour une fois c'est simple. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu d'égalité comme ça. 40 ans qu'il n'y a pas eu d'égalité comme ça. Bon, on va faire foi de l'information, je pourrais pas vérifier tout de suite. 40. La tension est à son comble et nous sommes à Abu Dhabi pour le dernier round. Ils se sont tabassés la tête toute l'année et ça va se décider là. Lewis Hamilton va dominer toute la course, sauf qu'à la fin, ouïouïouï, safety car. Et lorsque la safety car se retire, il ne reste qu'un tour. Et alors que tous les pilotes sont sous safety car, le message tombe. La course va reprendre pour un tour. Et il va y avoir un deuxième message dans l'oreillette. C'est un moment controversé de l'histoire de la Formule 1, mais Max Verstappen est loin derrière Hamilton, puisqu'entre Hamilton et Verstappen, il y a des retardataires. Parce que Verstappen a choisi de s'arrêter au stand, ce qui n'est pas le cas d'Hamilton. Et alors que la safety car va se retirer, normalement, Hamilton a de la marge puisqu'il est bien devant. Et même si Verstappen a des pneus bien plus frais, faut le temps qu'il dépasse tous les retardataires. Et va savoir pourquoi, à ce moment-là, alors qu'Hamilton est censé remporter son 8e titre, la direction de course décide d'enlever les voitures retardataires. L'ordre est donné aux retardataires de dépasser Hamilton pour que la grille reprenne son ordre initial. Et alors que plusieurs voitures séparaient Hamilton et Verstappen, les retardataires sont déplacés et Verstappen se retrouve juste derrière Hamilton. Alors effectivement,
Théoriquement, c'est une règle qui est possible. Et la direction de course pouvait faire ce choix. Mais dans les faits, ils le font jamais, ça. Hein. C'est déjà eu arrivé dans les règles, mais disons... Alors normalement, quand il y a un safety car, les voitures qui sont à un tour passent devant le safety car, vont rejoindre, faire un tour du coup à vive allure pour se replacer à nouveau derrière les autres. Voilà. Et de souvenir, attention, ça commence à être un peu loin maintenant, il me semble que cette fois-ci, ils ont juste reculé, c'est-à-dire que les voitures sont passées devant, ce qui fait qu'ils n'ont pas fait leur tour. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, il n'y a pas eu un tour supplémentaire fait sous safety car, qui aurait du coup fait que nombre de tours atteints, fin de la course, Hamilton champion. Dans un moment crucial comme celui-ci, j'y vois un peu de favoritisme. Surtout quand tu entends la conversation entre Toto Wolff et la direction de course qu'il y a juste après. Ouïe, ça chauffe. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Mikey, what was that? Et vu que Verstappen... Ça par contre, alors ça aussi, petit aparté, 2021 c'était abusé. Les échanges radio toujours avec les équipes, etc. Ils le font beaucoup moins maintenant. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors effectivement, côté entertainment, c'était génial dans le sens où, j'ai l'impression que c'est scénarisé, limite à sorte d'être au cinéma, c'est ultra... Enfin, il y a tout, quoi. Il y a tous les prétendants qui sont en train de discuter, tu vois leurs échanges, tu vois leur moyenne de pression, etc. Mais ça n'a rien à foutre en F1. Voilà, donc le fait qu'ils aient retiré ça, je trouve ça plutôt bien. Parce que oui, ça fait du spectacle, le truc de Toto Wolff, même qui éclate son buzz sur la table, je sais plus pour quelle occasion, etc. Ouais, bon, enfin, c'est du spectacle, mais ça apporte rien. Et honnêtement, ça donnait encore plus l'impression que la FIA était manipulée, justement, par les gestionnaires d'équipe. avait des pneus bien plus frais que Lewis Hamilton à ce moment-là. Ce qui devait se passer arriva. Max Verstappen démonte Hamilton dans le dernier tour et remporte son premier titre de champion du monde. Alors vous savez que je suis quelqu'un d'engagé. Moi je dis les termes, ok? Et je trouve que c'est Lewis qui aurait dû gagner. Et je le sais que c'est des paroles qui vont faire réagir. Ça va monter dans les tours là, attention hein. La polémique qui touche Sylvain. Bah oui. Sylvain pense que Lewis Hamilton aurait dû gagner en 2021. Et putain les journaux, ça va être repris sur TF1. Ça. Le move d'enlever les voitures retardataires entre les deux au dernier tour, je trouve que c'est pas propre. Et l'année 2021 pour Lewis Hamilton va se terminer comme ça. Alors Mercedes va essayer de remonter dans les 3 prochaines années, sans grand succès. C'est des événements très récents, donc j'ai pas besoin de vous en parler comme si c'était un truc qui s'était passé il y a 100 ans, mais les années d'après, entre 2022 et 2024, vont être une domination totale de Red Bull. Bien aidé par Adrian Newey qui a fait un travail exceptionnel sur les Red Bull, et un Max Verstappen qui est intuable. On en parlera peut-être un jour, mais le mec c'est une machine à gagner quand même. Hein. Et même si Lewis Hamilton est un pilote exceptionnel, encore une fois, comme quand il était chez McLaren, si tu lui mets une voiture qui est pas terrible entre les mains, il va pas te faire des miracles. Et entre 2022 et 2024, Lewis Hamilton va enchaîner des années bof. C'est pas nul, mais c'est pas bien. C'est bof. C'est comme sa voiture. Elle est pas nulle, mais elle est pas bien. Et c'est aussi comme son écurie, qui est pas nulle, mais qui est pas bien. 2024 serait... C'est quand même là qu'on voit que, peu importe les champions, hein, que ce soit Prost, que ce soit Senna, que ce soit Hamilton, que ce soit peut-être Fangio à l'époque, encore c'est différent, le contexte est encore un peu différent. La voiture fait 90% du taf, le reste c'est le pilote effectivement, mais quand t'as une voiture qui est trop lente, t'as beau t'appeler X ou Y, tu vas certainement prendre le meilleur de ces 90%, mais tu vas pas gagner. Et on le voit, là, au moment où je suis en train de faire le réhab, qui est le Grand Prix de Melbourne qui a eu lieu. Bon, après on va prendre Verstappen. Verstappen, il est très bon, hein, ça change pas. Mais si la Red Bull est pas devant, il est pas devant, il finit 2e, 3e, ce qui est très très bien, attention. Mais le pilote a toujours été ultra dépendant de sa voiture, sauf sous la pluie où des fois ça permettait de lisser les performances. Également une année moyenne pour Lewis Hamilton, à part qu'il va marquer quelques petits records un peu sympas. Il va fêter notamment son 300e départ, 300 GP de Formule 1. 300. Ce sera également... Le coup des records de longévité en année, ok, mais au niveau des Grands Prix, c'est différent, c'est pas comparable, parce que depuis quelques années, on a des saisons de Formule 1 qui sont au-delà des 20 courses, alors que dans les années 80, 90 et encore avant, les premières décennies de Formule 1, il y avait peut-être 8 courses par an, on est passé au fur et à mesure jusqu'à 15-16 début 2000, et maintenant on est à plus de 20, 22, 23, 24 courses. Donc par an, ils font plus de courses, donc évidemment que le chiffre... En fait, c'est simple, un pilote atteint quasiment les 100 Grands Prix disputés au bout de 6 ans. Alors qu'avant, pour atteindre les 100 Grands Prix, il fallait attendre 8 ans à peu près.
Donc ça réduit un petit peu cette importance du nombre de Grands Prix. Dans le futur, ça aura une importance parce que il y aurait pas mal de temps fait avec ce nombre de Grands Prix, du coup on pourra vraiment comparer. Cette année-là, le pilote à avoir le plus gagné à un seul et même endroit, puisqu'il a gagné 9 fois à Silverstone. Silverstone, c'est chez lui. Au sens littéral, il est anglais, donc bon. Et il va également remporter en 2024 le 104e Grand Prix de son histoire, ce qui en fait le pilote le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1. Là, il dort, tu vois. Et là, il fait « Ah, c'est moi qui ai le plus gagné en Formule 1. » Allez, petit café. Mais 2024 pour Lewis Hamilton sera surtout connu pour un événement. Il quitte Mercedes pour aller chez Ferrari. Lewis Hamilton, Ferrari. Voilà. L'actualité de 2024, c'est qu'Hamilton passe chez Ferrari. Il y a peut-être plein de gens qui regardent ça, qui s'en tapent complètement, mais un transfert comme ça, c'est ouf. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire ce format. Lorsque Lewis Hamilton rejoint Ferrari, on assiste à un des plus gros transferts de l'histoire du sport auto. Le mec le plus hype avec l'écurie la plus hype. Et rappelez-vous, mais il va rejoindre ce bon vieux Fred Vasseur qu'il avait déjà rencontré quand il faisait de la Formule 2. La boucle est bouclée. Et pour conclure, Lewis Hamilton, on en retient quoi? Alors sans surprise, Lewis Hamilton, on en retient que c'est un pilote exceptionnel. Et dès que tu lui mets une bonne bagnole entre les mains, le mec est intouchable. Mais au-delà de l'aspect champion du monde et victoire en Formule 1, Lewis Hamilton est allé plus loin. En fait, contrairement à ses camarades, Lewis Hamilton, il a apporté au monde de la Formule 1 un pilote, mais aussi une personne. Lewis Hamilton, c'est un mec qui a la classe. C'est un mec qui se fait remarquer pour son style. Et c'est un mec qui est engagé. Lewis Hamilton, il est dans le game, mais il faut pas oublier que Lewis Hamilton, il est 7 fois champion du monde. C'est là où beaucoup de gens ont du mal avec Lewis Hamilton, justement. C'est son côté, entre parenthèses, assez bling-bling, assez porté sur des sujets extérieurs à la F1, qui normalement n'ont pas lieu en F1, c'est-à-dire que la F1 normalement est censée être dégagée de politique, hein, comme les Jeux Olympiques par exemple, on est censé mettre en dehors la politique, et il a tendance à ramener pas mal de choses, notamment tout ce qui est pour le racisme, tout ce qui est pour tout ce qui est pour l'homophobie, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas trop cette phase du personnage. Voilà, donc mais après c'est son caractère, comme il dit, et c'est quelque chose qui ne laisse pas entre parenthèses indifférent. Personne d'autre que Lewis Hamilton n'a autant gagné en Formule 1. Et si tu cumules un personnage qui est sympathique, engagé et qui en plus pète la classe, eh ben ça te donne un Lewis Hamilton. Regarde ce bâtard, le flow qu'il a. Et c'est pour ça que Lewis Hamilton, il a sa voiture d'encart. Quand t'as ta voiture d'encart, c'est que tu pèses un petit peu quand même. Et là, la question que vous allez avoir, vous allez me poser, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses d'Hamilton chez Ferrari? Je suis ultra hype. Je veux voir. Je veux voir ce que ça donne. On verra dans le futur si j'ai raison, mais je pense que ça va être une année très. Soit ça va très bien se passer avec des bagarres de légende avec Leclerc et que ça va être premier, deuxième tout le temps, soit ça va très mal se passer. La voiture elle est trop jeune, les pilotes ils vont se prendre la tête, les concurrents ils sont ultra bons. On verra. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à dire en commentaire vos prédictions pour 2025. Je pense qu'on va en avoir de partout, ça va être incroyable. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Personnellement, j'ai incroyablement hâte de voir la Formule 1 cette année. Pensez à vous abonner, c'est très important et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h. Ok, bon bah du coup débriefing final de cette vidéo. Ça aurait pu être pire. Il a dit moins de bêtises que, par exemple, quand il parlait de flag obligatoire, etc. Non, bon, ça va. Ça va. La vidéo est quand même intéressante, c'est quand même bien. Bah écoutez, on verra bien, de toute façon, pour ce qu'il demandait à la fin. Est-ce que ça va bien se passer? Bon, on a vu le Grand Prix d'Australie, donc je pense qu'on a déjà une petite idée, hein, ça va être très compliqué. Après, je pense que pour Hamilton, l'intérêt pour lui, c'est surtout d'être très proche de Leclerc, pour, une fois habitué, parce qu'il y aura le changement de réglementation l'année prochaine, pouvoir vraiment adapter la nouvelle Ferrari à sa conduite, et potentiellement tirer le meilleur de celle-ci pour 2026. Voilà, donc c'est une petite vidéo, entre parenthèses, react sur ça. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Si vous avez des idées de vidéos sur lesquelles vous voulez que je réacte, bah pourquoi pas. Vous allez me dire, ouais mais ça y est, le mec il est parti sur des réacs, mon dieu, il a aucune idée. Oui, vous aurez remarqué que sur ma chaîne, j'ai un petit peu de mal à sortir des vidéos en ce moment, parce que j'ai plus trop envie de faire certains types de vidéos qui marchent pas spécialement. Et sans parler du fait qu'elles marchent ou elles marchent pas, j'ai pas trop de motivation. Donc je me suis dit que pourquoi pas pour une fois faire ça. Voilà, donc si vous avez d'autres vidéos sur lesquelles vous voulez que pourquoi pas je donne mon avis, eh ben n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas si vous êtes encore là, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!